Bienvenue au balado Les solutions climatiques de la COP Carbone. Ici Olivia Vu, conseillère stratégique, pour vous accueillir en direct du Forum Carbone qui se tient au manoir Montmorency. Donc, si vous êtes des nôtres depuis le début, n'hésitez pas à commenter avec des projets inspirants que vous connaissez aussi autour de vous ou professionnellement. Et on est maintenant avec deux entrepreneurs qui changent véritablement le monde jour après jour. Clément Sabourin, directeur développement durable chez Nationex, ancien CEO de la start-up Courant Plus, pionnier de l'offre verte de transport de marchandises en 2022. Et Nationex a fait l'acquisition de Courant Plus en 2023. On est aussi avec Simon Girard, président de Navette Nature, une solution de transport vers la nature. Il veut la rendre accessible et abordable, ainsi de contrer l'auto-solo. Simon est en train de développer fortement son offre dans la région de la capitale nationale. D'emblée, alors une question pour vous deux. Offrir des alternatives vertes en Amérique du Nord, est-ce que c'est un peu rêver en couleur? En fait, je pense pas que c'est une question de rêve, mais plutôt de nécessité. Donc, quel que soit le continent où on est, plus que jamais, la réalité des changements climatiques nous rattrape et toujours plus fortement. Je sais pas, au début de l'année, c'était Los Angeles qui brûlait. Cet été, ça continuait. Donc, bref, je pense que c'est juste une question de nécessité. Et comme on aime bien le pragmatisme quand on en a affaire, c'est juste être pragmatique, je pense. Bien, Simon? Je suis d'accord avec la nécessité, mais oui, dans mon domaine, il y a un peu de... Pas de rêve en couleur, mais il y a un écart entre la volonté et la réalité, dans le sens que... En tourisme. En tourisme, surtout, c'est que faut faire des choses, mais la demande n'est pas encore excepté pour Montréal, la demande n'est pas encore majeure. Donc, est-ce qu'on attend d'avoir la demande pour développer l'offre ou on développe l'offre avant la demande? Donc, c'est un peu... L'œuf ou la poule. Un peu sur les réflexions sur lesquelles on s'est basé pour dire qu'on allait aller de l'avant quand même. Mais évidemment, tu sais, c'est beaucoup de travail. Les clients ne nous tombent pas dessus naturellement. Donc, si c'était le cas, il y a d'autres gens qui feraient ce qu'on fait aussi. Donc, voilà peut-être ma réponse rapide. Très bien. Donc, ça démarre bien la discussion, là. Donc, avec un objectif de réduire de 43% ses émissions de GES d'ici 2030 et d'être carboneutre avant 2050, Nationex, donc entreprise de transport, a mis l'électrification de ses véhicules au cœur de sa stratégie. Elle exploite déjà un corridor de livraison 100% électrique entre Montréal et Québec, mais la gestion des bornes électriques à l'échelle du pays a été un enjeu, autant pour les voitures que pour les vélos cargo. Donc, peux-tu expliquer les défis rencontrés? Si je vous faisais tout le processus depuis que j'ai lancé la startup en 2019, ce serait vraiment, ça prendrait plus que le podcast, mais en gros, je vous dirais que déjà le marché, l'écosystème est absolument pas prêt. Au début, en 2019, quand je commençais à acheter des camions électriques, les banques ou les assurances voulaient pas nous soutenir parce que payer plus cher un camion à essence qu'un camion à essence, un camion électrique, personne ne comprenait. Les assureurs voulaient pas nous assurer. Donc ça, c'est vraiment dans le mindset général, on n'est pas là. Un peu comme ce que vous venez de dire, genre on est toujours à l'avant de la parade et derrière, il faut expliquer que les temps changent. Après, concrètement, on a une offre maintenant de véhicules qui est sur le marché qui n'existait pas il y a 5 ans. Vous avez parlé du corridor il y a 5 ans, ces camions électriques n'existaient pas, n'avaient pas une telle autonomie. Donc, les constructeurs, les manufacturiers ont répondu quand même à ce virage vert. Il y a une question de formation des équipes, il y a une question d'éducation peut-être parfois des clients, des partenaires et des politiciens. Mais ça se fait. Mais le vrai enjeu, effectivement, c'est l'infrastructure de recharge. Parce que ce sont des lourds investissements. En fait, technologiquement, tout fonctionne. Genre là, j'arrive de notre entrepôt de Québec. On a une vingtaine de bornes de niveau 2, 3 bornes de niveau 3. Ça a été facile à installer. Les seuls enjeux, pour être honnête, c'est juste le délai de raccordement avec Hydro-Québec. C'est souvent ça, peut-être, le vrai enjeu. Mais parce que la disponibilité des bornes est là, leur coût est relativement raisonnable par rapport à ce que c'était il y a 10 ans. Mais est-ce que par contre c'est à moi en tant qu'entreprise privée de développer toutes les infrastructures pour développer un corridor entre Québec et Montréal? Non, genre je pense, et c'est pour ça que le gouvernement nous aide dans ça, pas au niveau des bornes mais au niveau vraiment de l'électrification. Mais en fait ce que je veux dire c'est que on a besoin, je pense plus que jamais, d'agir en écosystème et
de briser un peu les silos, de faire preuve aussi d'audace, des fois de tester des choses. Et c'est peut-être ça l'enjeu, c'est arriver à faire bouger les mentalités, donner envie à des acteurs plus conservateurs de prendre des risques. Et en fait, parce que c'est pas des risques, le plus gros risque, c'est de pas bouger. Donc, on est toujours un peu à essayer d'expliquer que les temps changent et que, en fait, il y a une statistique qui est quand même débile, c'est genre, dans 10 ans, on estime que 30% des semi-remorques en Amérique du Nord seront électriques et autonomes. Genre, les manufacturiers sont en train de pousser pour ça. Je dis pas que c'est ce que je souhaite moi-même, mais en fait, l'écosystème évolue, l'industrie évolue. Et comment, en tant qu'acteur public-privé, on se positionne par rapport à ça? Comment, en tant que ville, on essaie d'accompagner le changement, la décarbonation de nos communautés? C'est encore ça qui est un peu clair. Moi, j'ai vraiment une déception des dernières années, c'est l'incapacité des politiciens municipaux ou provinciaux ou fédéraux à avancer sur le terrain de l'éco-fiscalité. C'est là où effectivement on rêve peut-être en couleur en Amérique du Nord. C'est pas vrai parce que New York, Los Angeles ont des initiatives, mais au Québec, au Canada, il y a une réticence à vouloir aller sur l'éco-fiscalité sur ce terrain-là, et c'est ma petite déception par rapport à tous les efforts qui ont été faits au cours des dernières années. Mais là, donc les efforts, quand même, en 5 ans, ça a été rapide quand même, paradoxalement. Et est-ce que c'est par les entreprises, par l'innovation, juste que les changements vont se faire pour faire bouger les politiques? Comme on voit, comme mon collègue ici, oui, forcément, il faut montrer qu'il y a d'autres solutions. Mais à un moment donné, si tu veux un changement de paradigme, il faut quand même que le cadre réglementaire évolue un peu. Aujourd'hui, Nationex n'a aucun avantage, si ce n'est moral et vertueux, à décarboner. Genre, j'ai pas d'avantage de crédit carbone. Genre, j'ai pas accès à des des périmètres limités en ville où seuls les plus vertueux, les plus verts auraient accès. Et alors que c'est des solutions qui ont été c'est de la réglementation, là. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que oui, le privé influe et montre le chemin, mais il faut que les changements réglementaires soient vraiment derrière pour les appuyer, parce que sinon c'est juste moral, et c'est pas de la morale qu'on fait. On veut essayer de changer un peu, faire évoluer des systèmes. Et Nationex, quand même, malgré tout, malgré ses freins, continue d'avancer. Là, il y a quand même 130 véhicules qui sont sur la route. Par exemple, je vous le dis, vous avez absolument raison. On a peut-être plus d'une centaine de camions électriques, plus d'une quarantaine de vélos cargo de livraison, une dizaine de zones vertes de livraison vraiment 100% électrique de Toronto à Chicoutimi. Cette année, on a livré plus de 2,5 millions de colis en électrique. C'est énorme. On a réduit notre empreinte de presque 9% en 2 ans. Genre, oui. Mais, par exemple, notre élan a été brisé parce qu'il y a le programme éco-camionnage qui a été suspendu depuis plus d'1 an. Et genre, aujourd'hui, avec le remaniement et tout, on me dit, on sait toujours pas quand. Mais c'est des choses comme ça qui vont un peu envoyer des contre-signaux aux entreprises privées. Oui. Et concrètement, ce que ça fait, c'est qu'il y a des transporteurs qui avaient prévu d'acheter des camions électriques, qui, vu que ce programme de subvention qui soutient l'acquisition de camions électriques a été suspendu et n'a pas de visibilité quant à son retour, qu'est-ce qu'ils font les autres transporteurs? Ils retournent au diesel. Genre, c'est cette manière de faire où si on fait une transition, si on lance un élan, il faut vraiment qu'on soit tous bras dessus, bras dessous. Donc vraiment, c'est faire du lobbying en tant qu'écosystème, en fait. Je pense que vous êtes bien placé, vous le faites bien, la Coop Carbone. Il y a plusieurs acteurs comme vous qui sont vraiment présents. Il y a Propulsion aussi, par exemple. Mais non, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il faut aussi que politiquement, on s'assume, parce que en ce moment, il y a une vague en Occident qui est de défaire toute la transition écologique, et c'est absolument inquiétant. Donc, ça va être faire la transition vers justement Navette Nature. Donc, face à ces inquiétudes, c'est un peu Don Quichotte, on peut dire, on commence. Mais parlons-en quand même, parce que ça existe. C'est des projets qui œuvrent contre vents et marées. Donc, en 2015, Navette Nature, était une start-up incubée au MT Lab. Son objectif, accéder au parc canadien et permettre justement l'accessibilité à tous, mais sans voiture.
Hein, c'est vraiment. Hein. Donc, pionnière en écotourisme, 10 ans plus tard, vous offrez 75 destinations parmi 13 régions du Québec. Donc, on est avec toi, Simon, le nouveau président. Donc, ça coûte, alors cet été, ça coûte juste 24 $ pour faire un aller-retour dans Port-Neuf de Québec. C'est vraiment pas cher. Tu es en train de développer l'offre de Québec depuis 3 ans. Pourquoi tu as décidé d'investir davantage dans la région? Ben, il y a plusieurs raisons. Je pense qu'à la base, il y avait une demande avant de transiter vers Québec, on va dire. On avait des gens qui nous sollicitaient comme quoi, tu sais, ils aimeraient ça qu'on vienne à Québec. Donc, il y avait ça qui a un peu ouvert un peu l'esprit par rapport à ça. Puis, nous, dans notre vision de... Les gens, c'est vos clients? Oui, c'est des clients ou des clients qui étaient venus à Montréal, qui avaient déjà utilisé le service, ou des gens qui connaissaient par la bande Navette Nature à Montréal, quand est-ce que vous allez arriver à Québec. Donc, il y avait un peu ça qui, à la base. Puis dans notre vision, nous, d'être un leader puis d'aller de l'avant, même si c'est pas facile, ben c'est un must d'être à Québec. C'est Montréal, veut pas, c'est la place où on est implanté, où est-ce qu'on a trouvé un modèle d'affaires qui fonctionne, mais on voulait aller à Québec. Même si Québec... c'est super attrayant d'un regard externe en disant c'est touristique, mais c'est pas si facile. Puis la réalité des gens de Québec versus Montréal n'est pas pareille par rapport aux habitudes d'automobile, etc. Donc, c'est un gros move. C'est un move qui, tu sais, on le dit, nous, ça fait 3 ans qu'on investit puis qu'on est presque à perte. J'aime mieux le dire, mais il faut le dire. Bah oui, C'est un faut dire les investissement. choses, il faut dire la réalité. C'est notre engagement à dire, regarde, on va le faire le move, on va y aller quand même, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait l'initiative, qui ont malheureusement fermé, ils ont été confrontés à la réalité que, oui, les gens trouvent ça beau, le navettage, puis l'accessibilité, mais dans les faits, c'est d'aller chercher d'identifier des clientèles, puis de les rejoindre, les rassembler, des fidéliser, c'est un gros travail. Mais 3 ans plus tard, on a quand même réussi à bâtir un petit noyau, parce qu'on levait à Montréal les filles qui étaient là avant moi, à qui j'ai racheté, c'était des amis. Eux, ils ont bâti client par client leur noyau de clientèle. Puis c'est facile de s'éparpiller puis de trouver des clientèles à gauche, mais il faut vraiment genre trouver les clients puis d'aller vraiment un bouche à oreille le plus naturel possible. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis 3 ans plus tard, on a un noyau. Après ça, ben, c'est une partie de la réponse. Là. Il y a d'autres efforts à mettre, mais fait que c'est ça, le prix est accessible parce qu'il fallait que ce soit accessible au début. C'est Est-ce que tu as justement l'aide des pouvoirs publics, justement? Depuis cette année, oui, parce qu'on a un programme avec le FAQDD là, qui nous a permis de faire des projets pilotes avec certaines MRC, mais les autres années, c'était vraiment des fonds propres. Oui, hein. On a investi, c'est pas des sommes astronomiques, mais pour comme... nous, c'est des gros montants, mais c'est un peu on va dire, pas le défi, mais le risque qu'on était prêt à prendre. Puis on ne le regrette pas parce que là, on voit des résultats, mais c'est pas si facile. Oui. Ben, là, justement, tu as développé une nouvelle offre avec les MRC, donc travailler avec les municipalités. Ouais. Puis c'est un des gros apprentissages de cet été. Hein. Énorme parce que c'est pas la même réalité du tout. Puis tu sais, des fois, en tant qu'entrepreneur, tu vois un chemin, puis on y va, puis ça va fonctionner. Là, après ça, tu te butes à la réalité. Puis chaque MRC ne fonctionne pas pareil, même si c'est le même cadre. Ils n'ont pas toutes la même vitesse, ils n'ont pas toutes la même manière de fonctionner. Ils n'ont pas non plus l'habitude, je pense, les MRC de travailler avec des jeunes entreprises, des petites startups. Puis des fois, tu sais, eux, dans un cadre très strict. Nous, on est beaucoup dans le... Trop agile. Ouais, exactement. Fait qu'il y a eu des petits... pas dire des défis, mais des petits clashs par rapport à des trucs qu'on avait sous-estimés, là, tu sais, aussi, on va dire, insignifiants que un site web peut-être pas mis à jour à terme pour le début du lancement. Il y avait plein de petits détails qui accrochaient que pour nous, c'est presque rien parce qu'on fait beaucoup avec une petite équipe. Fait que, tu sais, c'est le clash de voir comment travailler avec eux, mais pour vrai, là, l'été est presque fini, puis on est content, puis le feedback est positif. C'était très challengeant, mais on a hâte de pouvoir peut-être faire un petit recap là-dessus, puis de vraiment comme mettre sur papier un peu les apprentissages, parce qu'il y en a eu énormément. Donc là, est-ce que justement, pour le moment des couleurs, vous faites encore des transports? Là, à Québec, vous avez comme 3 grands circuits. Peux-tu nous rappeler? Oui, ben là, pour l'automne, ce qui reste comme circuit plus fixe, c'est avec la MRC de Jacques-Cartier, avec qui on a fait un projet pilote. On continue de desservir le Marais du Nord et le Mont-Wright toute l'automne avec la MRC de Jacques-Cartier qui est en collaboration. Là, c'est leur service de transport qui travaille avec nous. On a aussi des trajets vers Port-Neuf, vers la vallée du Bras-du-Nord ainsi que le camp d'Ansereau.
qui est à Saint-Raymond, je ne me trompe pas. Non, c'est à Pont-Rouge, pardon. Puis sinon, on a des départs vers les gros, les belles places CEPAC. Donc, on parle Charlevoix, la Jacques-Cartier. Les Donc, nationaux. exactement. Donc, il y a un peu l'offre traditionnelle automnale là, qui fonctionne énormément à l'automne. Donc, on roule sur ces 2 circuits fixes, puis après ça, on alterne avec les différents grands parcs de la CEPAC là, jusqu'à la fin de l'automne. Parfait. Donc, vous consolidez déjà ce que vous êtes Oui. dans ce à quoi vous êtes bon, en fait. Exact. Puis c'est sûr que l'automne, c'est facile. C'est plus facile. Il y a énormément de touristes, puis les couleurs, ben, c'est majeur. Tu sais, nous, on pense que c'est l'été, la grosse saison, mais c'est vraiment l'automne, en fait. Mhm. Et là, quelle est la prochaine étape après un été aussi mouvementé, on va dire ça comme ça? Ben, c'est de prendre un pas de recul. Tu sais, ça fait longtemps qu'on pousse ça fait des années qu'on pousse ces développements-là, puis qu'on fait des demandes, qu'on monte les projets. Cet été, on l'a vécu. Puis ça a donné énormément de pression sur notre équipe. Tu sais, c'est qu'on a beaucoup d'aspiration puis d'ambition, mais quand il faut que tu le livres, le projet, tu as des petites surprises. Puis tu sais, on se rend compte qu'on n'a pas encore la structure pour déployer un peu partout des gros projets comme ça. Donc, on va prendre un pas de recul. On va vraiment essayer de consolider ce qu'on a travaillé cet été pour arriver l'année prochaine avec de quoi de plus solide, de mieux attaché. Tu sais, cet été, c'est des projets pilotes. Fait que tous les petits trucs qui ont accroché, l'année prochaine, il ne faut pas que rien accroche. Donc, on va vraiment focuser là-dessus, vraiment faire un gros débriefing là, complet avec nos partenaires, voir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Puis le but, c'est de rouvrir un peu le développement de nouveaux projets, peut-être plus pour 2027. Donc, 2026, pas de recul, consolidation, puis on va se faire un nouveau plan d'attaque pour les prochaines années. Puis c'est de comprendre, nous, on a peut-être été pressés il faut aller vite, il faut faire les choses, puis on se rend compte que ça va pas si vite que ça, puis on est en avance. Même si on se trouve en retard. Comme Nationex, en fait. C'est ça. J'ai réalisé qu'on est en avance. Mm-hmm. C'est bon de se le rappeler parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on se met une pression majeure parce qu'on se bat contre notre survie. Donc, quand tu te bats contre ta survie, c'est ton instinct qui embarque. Puis tu bûches, tu avances, mais ça peut être vraiment dangereux de soit brûler ton entreprise, soit brûler toi-même. Donc là, on a réussi au moins avec ces efforts-là. On a une entreprise qui fonctionne, qui est rentable, ce qui est assez dur en affaires, on va se le dire. Bravo. Merci à Montréal. Quand même, il faut le dire, là, c'est quand même la majeure partie des revenus. Mais donc, c'est 10 ans de travail aussi. Là. Exact. Puis j'en profite pour saluer les premières fondatrices qui ont été incroyables. Puis que la pandémie a fait mal. Puis nous, on a pu prendre le relais parce qu'on croyait à ça. Puis on avait des projets de mobilité. Mais je tiens à le dire, on a beaucoup de mérite pour ce qu'on a fait récemment. Mais la base a été travaillée vraiment en profondeur par l'équipe. Puis sans ça, on ne serait pas là, en fait. Sans leur vision. Donc, inquiétude, vision, mais innovation nécessaire, réglementation. Si vous devez justement, qu'est-ce qui vous aiderait comme entrepreneur pour respirer, aider dans cette, c'est un changement de mentalité, c'est ça, de comportement. Moi déjà, premièrement, c'est la reprise des co-camionnages, c'est un programme fondamental, c'est sûr. Mais non, mais en fait, je pense c'est très bateau, mais c'est de la visibilité. Parce que la décarbonation de l'économie, ou ce que vous voulez, on peut l'appeler comme on veut, l'économie verte, un plan pour une économie, tout ça, il y a quand même eu plein de trajectoires, plein de visions qui ont été énoncées au cours des dernières années et qui aboutissent jamais, et qui sont toujours un peu corrigées, revues. Alors que le diagnostic scientifique est quand même assez clair, et les solutions proposées par les scientifiques ou les chercheurs ou les OBNL comme vous, les entrepreneurs comme nous, genre il y a quand même un consensus sur plein de choses, sur ce qu'il faut faire. Et en fait, je comprends parce que je suis la politique et je comprends les atermoiements, les reculs. Trump est là, donc ça a lancé un signal à tout le monde. On s'en moque des DEI et de la. Bref, je comprends je comprends le jeu politique, mais au final, il y avait un sondage récemment qui montrait d'ailleurs que par exemple que la plupart des Canadiens désapprouvaient le changement, le recul sur l'environnement de Mark Carney. Et je pense que quand même fondamentalement, monsieur, madame, tout le monde veut un monde plus durable, veut une économie plus durable. Évidemment, ils veulent pas payer leur transport 4 fois plus cher ou leur course 10 fois plus cher, on est bien d'accord. Mais la direction est quand même claire et les solutions sont là. Et donc, ce serait bien qu'on arrive à avoir un cadre cohérent, offrir de la visibilité aux entrepreneurs qui prennent des risques financiers,
Parce que je pense que votre exemple de MRC est exactement ça. Genre, il y a quand même plein de gens qui prennent de leur courage à deux mains et à toutes les échelles, qui essayent des choses, qui sont audacieuses. Mais c'est sûr que si on fait toujours des allers-retours, qu'on change d'avis, qu'on change de gouvernement, qu'on remet en question le fond vert, le ci, le ça, ça va épuiser, par exemple, les entrepreneurs. Et ça va donner... Le manque de cohérence. Oui, un manque de cohérence. Puis aussi, ça va démotiver les entrepreneurs, les citoyens, les employés qui essaient de changer leurs habitudes, de changer de manière de faire. Donc, je pense que plus que jamais, c'est un bon mot, faut chercher à être cohérent. Bien, Ouais. Simon. Il y a un bon point, le quick win, c'est la visibilité. On l'a vu, nous, dans le succès ou l'échec d'un projet, même s'il est bon, c'est la visibilité et la communication. Puis des fois, nous, surtout quand on fait des projets pilotes puis que tout va vite, on n'a pas le temps d'attacher tous les morceaux d'une belle campagne bien ficelée. Mais si tu fais le tour de tous les acteurs en communication et en visibilité au Québec, si on peut juste avoir une partie de cette visibilité-là qui pourrait avoir un impact majeur sur ce qu'on fait. Tu sais, à court terme, ça, je pense, c'est quelque chose qui, sans nous demander de nous donner de l'argent pour opérer, si on peut avoir touché plus de gens, puis que nous, on n'est pas capable de toucher avec les moyens qu'on a, je pense que c'est majeur. Après ça, ça serait bien peut-être dans les réflexions de la mobilité, de reconnaître, nous, après 10 ans, on est un des seuls joueurs à faire ce qu'on fait encore. Puis on continue à porter ça, mais ça serait le fun de peut-être avoir quelqu'un qui prenne la main et dire peut-être qu'on peut investir en vous un peu plus puis travailler avec vous. T'sais, on l'a vu avec les MRC. Il y a clairement il y a quelque chose. Ils ont des forces, on a des forces. On a vu qu'il y a un maillage intéressant à faire, mais ça te prend une petite impulsion de plus. Puis il y a des limites à ce que nous, on a poussé les limites cette année. On a vraiment poussé les limites de ce qu'on était capable. Vous êtes une équipe de combien d'ailleurs pour rappeler? Bon. 3 vraiment temps plein, mais tu sais, l'état, on tombe à 15 avec les accompagnateurs, etc. Mais tu sais, il fallait minimalement être 5-6 cet été, on l'a fait à 3, tu sais. Puis sauf que si tu veux pas que tes joueurs clés viennent tomber un an en arrêt de travail parce qu'ils sont en burn-out, tu sais, c'est beaucoup de pression pour une cause qui est beaucoup plus grande que nous. À quand l'aide, en même temps, j'ai appris que le temps qu'il faut être patient en affaires, tu sais, c'est que t'es entrepreneur, tu sais, quand tu as une vision, tu sais que ça va marcher, puis tu sais pourquoi que les gens... Pourquoi on n'a pas cette taille-là déjà? Puis à chaque fois, je me dis, bon, c'est parce qu'il faut travailler plus fort, puis il faut avancer, puis ceux qui bûchent finissent par arriver, mais on est à un point, je pense, après 10 ans qu'on a fait nos preuves, puis on a besoin d'aide concrète, puis on fait partie d'une des solutions. Tu sais, la mobilité au Québec, c'est le jeu de plusieurs acteurs, puis nous, on est conscient qu'on a une partie de la solution, peut-être 5%, 3%, mais identifier les joueurs clés, puis rallier-les ensemble un peu plus, puis... on ne demande pas la lune non plus. Là, c'est que quand je regarde avec qu'est-ce qu'on fait avec les moyens qu'on a, c'est miraculeux, on mériterait une statue. 100%. Je peux pas le dire de. Non, mais oui. C'est presque ridicule. Fait que, tu sais, voilà, on a fait nos preuves, identifier les joueurs clés, puis si on veut se différencier et être fort au Québec, mais il faut commencer à miser sur des vrais partenariats privés, publics, entreprises. Pour que ça marche, on voit les limites d'une MRC à développer des projets de mobilité, mais on ne pourrait pas le faire sans eux. Mais on sait que ce que nous, on peut amener, c'est comment un peu attacher tout ça. Fait que c'est oui de la visibilité puis de l'aide éventuellement à plus haut niveau. Là, parce que je pense que l'accessibilité à la nature, c'est au-delà de la mobilité, etc. Je pense que c'est bon mentalement pour les gens aussi. Puis quand est-ce qu'on va pouvoir aussi reconnaître qu'une journée en nature, ça vaut peut-être plus cher que juste le prix d'entrée, tu sais. Pour un humain qui travaille la semaine d'après et qui a réussi à aller prendre l'air, est-ce qu'il est plus productif? T'sais? Fait que c'est des choses sur lesquelles on veut se pencher un peu plus aussi de notre côté, mais avec notre équipe de 3, c'est ça. Des fois, il y a des projets qui se retrouvent sur le siège arrière puis on les met de côté. Donc, c'est ça. Acheter, c'est voter, hein? Ouais, c'est ce qu'ils disent. Donc, c'est ça qu'on est à un an des élections. Ouais. Donc, alors... je pense que ça conclut. Merci, vous avez été super inspirant. Il y a des questions qui se posent, puis on souhaite que justement ça débloque. On fait tous partie de la solution. Ouais, c'est vrai. Absolument. Exact. Absolument. Donc merci d'avoir été justement avec les solutions climatiques de la COP Carbone et nos deux invités, Clément Sabourin, directeur développement durable chez Nationex, Simon Girard, président de Navette Nature. Donc ici Olivia Vu, ça a été un plaisir d'animer cette édition spéciale en direct de Forum Carbone au manoir Montmorency. Bonne journée. Merci. Merci.